le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme une caresse mortelle, et je vis le sourire triomphant de Sophie, ma fiancée, tandis que le sang chaud inondait ma chemise blanche. Étienne, mon frère de cœur depuis l'université, tenait la lame, ses yeux froids comme la Seine en hiver, murmurant « C'était trop facile, Alexandre. Ton empire est à nous maintenant. » Puis, l'obscurité m'engloutit jusqu'à ce que je me réveille en sursaut dans un lit inconnu, le corps jeune et vigoureux de mes 25 ans, l'odeur de Paris printanier filtrant par la fenêtre, et une rage éternelle allumée dans mes veines, j'étais revenu pour les détruire. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'avait vu naître 2 fois. La première, en 1985, fils d'un modeste employé de banque dans le 18e arrondissement, j'avais gravi les échelons impitoyables de la finance jusqu'à devenir Alexandre Duval, magnate des assurances, maître d'un empire bâti sur la peur des autres. La seconde, ce matin de mai 2015, 10 ans avant ma mort, alors que je m'étirais dans mon petit appartement de Montmartre, encore étudiant en master à la Sorbonne, ignorant que le destin m'offrait une seconde chance. Mon cœur battait la chamade, les souvenirs de la trahison au ce dîner fatal au Fouquet's, les faux documents falsifiés pour me ruiner, le meurtre maquillé en suicide va affluer comme un raz-de-marée. Sophie, avec ses cheveux châtains cascadant comme une cascade empoisonnée, et Étienne, ce serpent au sourire charmeur, m'avaient volé tout, ma fortune, ma dignité, ma vie. Mais cette fois, je les verrais venir. Cette fois, le sang coulerait du bon côté. Je me levai d'un bond, nu devant le miroir craquelé de la salle de bain. Mon reflet, un jeune homme athlétique, aux traits ciselés par l'ambition naissante, pas encore marqué par les rides de la paranoïa. Mes mains tremblaient en touchant mon torse intact, là où la lame avait autrefois déchiré chair et âme. Pas encore, murmurai-je à l'homme que j'étais devenu. Dehors, les klaxons des taxis et l'odeur de croissants frais montaient de la rue des Abbesses. Paris bruissait de sa vie éternelle, indifférente au drame des mortels. J'enfilai un jean usé et une chemise blanche la même que celle souillée de mon sang futur et sorti, le plan de vengeance déjà en gestation dans mon esprit aiguisé par la mort. Mon premier arrêt, l'université. La Sorbonne, avec ses couloirs gothiques et ses amphithéâtres chargés d'histoire, était le berceau de ma chute. C'est là que j'avais rencontré Étienne lors d'un séminaire sur l'éthique financière et l'ironie du sort, n'est-ce pas? Il était ce garçon charismatique de province, fils d'un notable lyonnais, aux yeux verts perçants et au rire contagieux qui masquait une ambition vorace. Sophie, quant à elle, était arrivée un semestre plus tard, étudiante en droit à Assas, croisée lors d'une soirée arrosée au caveau de la Huchette. Elle dansait comme une flamme, ses lèvres promettant l'extase, mais ses yeux. Ah, ses yeux trahissaient déjà la calculatrice. Dans ma vie précédente, ils s'étaient unis contre moi, Étienne falsifiant des rapports pour saboter ma promotion chez BNP Paribas, Sophie me manipulant pour signer des procurations qui lui livrèrent ma fortune sur un plateau. Le meurtre final? Une mise en scène parfaite, mon suicide, après une dépression fabriquée. Les journaux avaient titré « Le Golden Boy de la finance s'effondre ». Aujourd'hui, je les affronterai sur leur terrain. En poussant la porte massive de l'amphithéâtre, l'odeur de vieux livrets de café froid m'assaillit. Les étudiants, ces ombres juvéniles, remplissaient les bancs de bois usés. Et là, au 3e rang, Étienne, exactement comme dans mes souvenirs, chemise impeccable, posture décontractée, un sourire en coin alors qu'il discutait avec un groupe de filles impressionnées. Mon estomac se noie. Pas de peur ou de haine pure, distillée par 10 ans de regrets. Je m'assis à 2 rangs derrière, observant. Le professeur, un barbu revêche nommé Lefebvre, débitait son cours sur les paradis fiscaux avec l'enthousiasme d'un croque-mort. Étienne levait la main, sa voix suave coupant l'air, « Mais professeur, l'éthique n'est-elle pas qu'un voile sur la vraie loi du marché, survie du plus rusé ?» Les rires fusèrent. Je serrai les poings sous la table. Rusé? Tu n'as encore rien vu, mon vieil ami. À la fin du cours, je le vis se lever, ajuster sa veste, et se diriger vers la sortie. Mon cœur ce traître ressuscité au cognait comme un tambour de guerre. Je le suivis discrètement, descendant les escaliers en spirale vers le jardin du Luxembourg, où les étudiants flânaient sous les marronniers en fleurs. Il s'arrêta près d'une fontaine, sortit son téléphone, et composa un numéro. Je m'approchai, feignant la casualité d'une rencontre fortuite. « Étienne » appelai-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Il se tourna, un sourcil arqué, son regard vert me scannant comme un prédateur évaluant une proie. « Oui. On se connaît ?» Je souris, ce sourire que j'avais perfectionné en 10 ans de conseil d'administration, chaleureux en surface,
glacial en profondeur. Pas encore. Alexandre Duval, Master Finance. Ton intervention en cours était inspirée. On pourrait discuter autour d'un café? J'ai des idées qui pourraient t'intéresser. Il hésita une seconde, cette hésitation qui, dans ma vie passée, avait scellé notre amitié factice. Puis, son sourire s'élargit. Pourquoi pas? Le Procope, dans 1 heure? Le Procope. Le café historique du 6e, berceau des Lumières, où Voltaire sirotait son absinthe en complotant des révolutions. Ironique, pour notre propre conspiration naissante. J'acquiesçai, et nous nous séparâmes, lui vers le métro, moi vers un banc isolé pour affiner mon piège. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est une toile tissée dans l'ombre, fil par fil, jusqu'à ce que la proie s'étrangle dedans. 1 heure plus tard, assis à une table en bois patiné du Procope, face à Étienne qui commandait un espresso serré, je commençais le jeu, ton poing sur la ruse. C'est ce qui manque à la plupart des cours ici. Moi, je crois que la finance, c'est comme l'amour, tout est illusion, jusqu'à ce que le couteau tombe. Il rit, ce rire franc qui m'avait autrefois séduit. Bien dit. Tu as l'air d'un gars qui a vu du pays. D'où viens-tu? Montmartre. Père banquier, mère artiste raté. Et toi? Lyon. Père politicien, mère absente. On monte sa propre légende, non? Nous parlâmes pendant 2 heures, des marchés volatiles, des scandales Enron qui hantaient encore les manuels, des rêves de conquérir la City londonienne ou Wall Street. Je le laissais briller, hochant la tête, posant des questions qui le flattaient. Mais intérieurement, je cataloguais sa passion pour le poker, bluffé, ses vivres, son mépris pour les faibles, comme son père ruiné par une mauvaise affaire, sa soif d'argent facile. Chaque mot était une arme que je fourbissais. À la fin, je proposais, on forme une équipe? Un club d'investissement étudiant. Toi, moi, et qui sait, quelques autres. On commence petit, on vise gros. Ses yeux s'illuminèrent. T'es mon genre de fou. Marché conclu. Nous trinquâmes avec nos verres d'eau gazeuse, scellant un pacte qui, dans ma timeline originale, avait mené à ma ruine. Cette fois, ce serait son linceul. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon calculé. J'assistais aux cours, prenais des notes avec une précision maniaque, tout en tissant ma toile. Le club naquit, 5 membres triés sur le volet, dont une fille timide en actuariat nommée Claire, qui deviendrait plus tard ma confidente involontaire. Étienne brillait en leader charismatique, organisant des simulations de trading tardive dans les bars enfumés de Saint-Germain. Moi, j'étais l'ombre discrète, le stratège qui suggérait des paris audacieux ou des shorts sur des actions surévaluées, inspiré des cracks que je prévoyais, grâce à mes souvenirs futurs. Nos gains virtuels enflaient, les rumeurs couraient, Duval et Morel, les prodiges de la Sorbonne. Puis, elle apparut. Sophie Laurent, lors d'une conférence sur le droit des contrats au palais de justice. Cheveux châtains ondulés, robe cintrée rouge qui hurlait la tentation, elle posa une question acérée sur les clauses abusives, sa voix veloutée comme un bordeaux millésimé. Étienne, assis à côté de moi, murmura « Regarde-moi ça. » Une panthère en talons. Je hochai la tête, la bile montant à ma gorge. Dans ma vie passée, c'est elle qui m'avait ensorcelé lors d'une telle soirée, un baiser volé sous les néons de la Seine, des nuits d'extase où elle murmurait des promesses d'amour éternel, tout en photographiant en secret mes documents confidentiels pour Étienne. Leur liaison commençait des mois avant mon meurtre, un adultère froid calculé pour me dépouiller. Invite-la au club, suggérai-je à Étienne, ma voix neutre comme un scalpel. Il le fit, et Sophie rejoignit nos rangs, apportant son expertise juridique comme un poison sucré. Nos réunions devinrent des rituels, vin fin volé dans les caves parentales, débats enflammés sur l'éthique du profit, rires complices sous les plafonds bas des bistrots. Je jouais mon rôle à la perfection, l'ami loyal, l'amant potentiel pour Sophie, que je courtisais avec des compliments mesurés et des regards prolongés. Elle rougissait, mordillait sa lèvre, et je sentais son piège se refermer autour d'elle-même. Mais la première fissure apparut lors d'une soirée pluvieuse au Shakiri, un bar clandestin du Marais. Nous avions investi pour de vrai cette fois dans une start-up tech naissante, une app de trading crypto que J inventait, basée sur des fuites futures. Les gains affluaient, 5 000 € en une semaine. L'euphorie régnait. Étienne, éméché, tapa dans le dos de Sophie, avec toi à nos côtés, on va racheter la France. Elle rit,
mais ses yeux glissèrent vers moi, une lueur calculatrice que je reconnus trop bien. Plus tard, alors que la pluie martelait les pavés, je l'ai surpris dans l'allée derrière le bar. Étienne l'avait plaqué contre le mur, ses mains explorant ses courbes, leurs lèvres scellées dans un baiser vorace. Mon sang ne bouillit pas, il gela. C'était prématuré, 10 ans trop tôt, mais le pattern était là, la trahison en germe. Je reculai dans l'ombre, notant mentalement, ils étaient déjà amants. Parfait. Leur faiblesse serait leur downfall. De retour à mon appartement, je sortis un carnet noir, vestige de ma vie précédente. J'y inscrivis les premiers pas, 1. Saboter subtilement leurs succès initiaux. 2. Planter des graines de discorde entre eux. 3. Accumuler des preuves enregistrements, mais falsifiées, tout ce qui les lierait à des crimes futurs. La nuit s'étira, hantée par des flashs de ma mort, le goût métallique du sang, le craquement de mes côtes, le rire étouffé de Sophie alors qu'elle fouillait mes poches pour mon téléphone. Je ne dormirai plus, la vengeance était mon unique opium. Le mois suivant, le club prospéra. Nous organisions un événement, une nuit des investisseurs, dans un loft loué près de Bastille, sponsorisé par des alumni de la Sorbonne. Sophie gérait les invitations, Étienne les discours, moi les coulisses. C'est là que je fis mon premier coup. J'avais hacké grâce à des tutoriels, innocents, sur le dark web, fruit de mes nuits insomniaques l'ordinateur d'Étienne. Un mail anonyme partit vers un contact clé, une allégation que notre start-up était une arnaque pyramidale, avec Étienne comme figure de proue. Pas assez pour détruire, juste pour semer le doute. La nuit de l'événement, le loft vibrait de jazz manouche et de champagne pétillant. Costume slim, robe fluide, les jeunes loups de la finance se pressaient, cartes de visite claquant comme des balles. Étienne, en roi autoproclamé, haranguait la foule depuis une estrade improvisée, « Messieurs, dames, le futur n'attend pas les timides. Avec Duval et Morel, nous réinventons la richesse. » Applaudissements. Puis, un murmure. Un investisseur bedonnant, un certain monsieur Berger de chez Crédit Agricole, s'approcha d'Étienne, mine sombre. « J'ai reçu un mail troublant ce matin. Des rumeurs sur votre app. Des irrégularités ?» Étienne blêmit, balbutia une dénégation. Je souris dans la foule, sirotant mon kir, tandis que Sophie, sentant la tempête, glissait une main rassurante sur son bras. Plus tard, dans une pièce adjacente, je les entendis se disputer à voix basse, « C'est Duval, j'en suis sûr. Il est trop lisse, trop parfait. » Étienne, « Non, c'est rien. On le garde, il apporte l'argent. » Le doute était planté. Parfait. Mais la vengeance exige du sang, pas seulement des ombres. Ma première décision controversée vint vite. Claire, notre actuarienne timide, avait découvert une faille dans nos calculs ou une surestimation des risques qui pouvaient ruiner des investisseurs novices. Dans ma vie passée, j'avais ignoré l'avertissement, par ambition. Cette fois, je l'utilisais. Je convainquis Claire de taire l'info, en échange d'une part secrète des gains. C'est le jeu, ma chère. Les faibles pleurent, les forts gagnent. Elle hésita, ses yeux bruns emplis de scrupules, mais accepta. Nous perdîmes 2 petits investisseurs ce mois-là ou des étudiants fauchés, ruinés pour 2000 € chacun. Les forums en ligne bruissaient de plaintes, et le nom d'Étienne commença à tâcher. Sophie me confronta lors d'un déjeuner aux Zinc de chez Gladine, dans le 13e. Ses yeux verts, héritage d'une mère italienne, me transperçaient. « Alexandre, qu'est-ce qui se passe avec le club ? Les gens parlent de fraude. » Je posai ma fourchette, un sourire carnassier aux lèvres. La vie est une fraude, Sophie. Pourquoi s'en plaindre ? Elle rit, nerveuse, et posa sa main sur la mienne, ce geste qui m'avait autrefois fait fondre. Tu es différent. Plus dur. J'aime ça. Je serrai sa main, imaginant la briser. Attends de voir le pire. Les mois passèrent en un balai macabre. Le club devint une légende sulfureuse, gain mirobolant pour les initiés, scandale pour les exclus. Étienne et Sophie, maintenant fiancés officieusement, me voyaient comme leur pilier, l'ami fidèle qui sauvait leurs erreurs. J'accumulais, enregistrements de leurs disputes nocturnes, où Étienne avouait son passé de petit escroc à Lyon, photos de Sophie recevant des enveloppes suspectes de lobbyistes. Ma fortune personnelle gonflait des paris inspirés du futur, comme shorter Volkswagen avant le Dieselgate. À 26 ans, j'étais millionnaire en crypto, anonyme, prêt à frapper. Le point de non-retour arriva en hiver 2016, lors d'un gala de charité au Louvre.
Vêtus de smoking, nous naviguions parmi les statues antiques et les milliardaires. Étienne, ivre de succès, me tapa l'épaule. « Frère, sans toi, on serait nulle part. Bientôt, on rachète BNP. » Je hochai la tête, vidant mon verre de Château Margaux. Sophie, radieuse en robe noire pailletée, dansait avec moi plus tard, son corps pressé contre le mien. Et si on fuyait tout ça? Toi et moi, à Nice, loin des requins. Son souffle chaud sur mon cou. Je faillis vomir. Peut-être. Mais d'abord, finissons ce que nous avons commencé. Cette nuit-là, dans ma suite à l'hôtel Meurice, je franchis la ligne. J'envoyai l'anonyme fatal, un dossier aux autorités, accusant Étienne de blanchiment via notre app preuve fabriquée, mais assez plausible pour une enquête. Au matin, les flics débarquèrent au loft du club. Étienne arrêté en pyjama, menottes au poignet, hurlant mon nom comme un damné. Sophie me téléphona, voix brisée, « Alexandre ? C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. » Je répondis, calme comme la mort, « Viens me voir. On parle. » Elle arriva, échevelée, larmes aux yeux vrais, pour une fois. Pourquoi? On était amis. Je fermai la porte, verrouillée. Amis? Tu te souviens du Fouquet, Sophie? Non, bien sûr. Dans 10 ans, tu tiendras le couteau pendant qu'Étienne frappe. Mais cette fois. Ses yeux s'écarquillèrent. De quoi parles-tu? Je sortis mon téléphone, lança l'enregistrement, sa voix future, riant de ma chute. Elle pâlit, recula. Impossible. La pièce sembla rétrécir. Ma main trouva le coupe-papier sur le bureau au souvenir de ma plaie mortelle. La vengeance n'est pas un mot, Sophie. C'est ça. Le sang jaillit, chaud, sur le tapis perçant. Elle s'effondra, gargouillant des supplications. Je la regardai mourir, le cœur serein pour la première fois depuis ma résurrection. Un crime? Oui. Mais justice, dans ce monde de serpents. Étienne fut libéré faute de preuves solides, mon dossier était un leurre pour le briser. Il émergea de l'enquête un homme changé, paranoïaque, ruiné, fuyant Paris pour Marseille, où il sombra dans l'alcool et les dettes. Je le pistai de loin, finançant anonymement ses créanciers pour prolonger son agonie. Quant à moi, Alexandre Duval renaquit vraiment. À 30 ans, je repris ma ascension, mais seul, impitoyable. Pas d'amis, pas d'amour, seulement l'empire. Le twist vint un soir d'orage, en 2020, une lettre anonyme, cachetée d'un sceau lyonnais. Dedans, un test ADN, Étienne n'était pas mon ami, il était mon demi-frère, fils illégitime de mon père, motivé non par l'argent seul, mais par une haine fraternelle enfouie. Le secret ultime, qui rendait ma vengeance familiale. Je brûlai la lettre, riant dans le vent. Paris, indifférente, continuait de briller. J'avais gagné, mais à quel prix? La résurrection n'efface pas les ombres, elle les multiplie. Et dans le silence de mon Penthouse des Champs-Élysées, je me demandais si la prochaine lame viendrait de moi-même.